Un détail institutionnel a déclenché une onde de choc au Burkina Faso. En expulsant des troupes internationales, en dissolvant une commission électorale soutenue par la France, puis en réorientant la politique étrangère, le pouvoir a mis la souveraineté au centre, tout en exposant le pays à des pressions et à des sanctions. Ce virage touche l'or, le lithium, la redistribution et la sécurité. Que gagne-t-on? Que perdons? Et pourquoi Ibrahim Traoré accepte-t-il d'avancer malgré les tensions internes persistantes? Derrière les slogans, un calcul politique se dessine, lentement. Ce récit promet d'éclairer ce qui est réellement en jeu derrière les décisions spectaculaires prises à Ouagadougou, au-delà des discours de rupture. Il s'agit de comprendre comment une stratégie centrée sur la souveraineté peut produire des gains rapides, tout en générant des coûts différés qui pèsent sur l'économie, la diplomatie et la cohésion sociale. Le spectateur y gagne une lecture structurée, ce qui change concrètement, pour qui et à quel rythme. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure isolée que comme le point de convergence de forces contradictoires. Attentes populaires élevées, contraintes sécuritaires et arbitrage économique serré. Le pari consiste à reprendre la main sur des ressources stratégiques tout en maintenant un minimum d'ouverture nécessaire au fonctionnement de l'État. L'enjeu immédiat est clair, transformer un élan politique en résultat durable, sans basculer dans l'isolement. À moyen terme, la question devient plus exigeante. Ce modèle peut-il survivre aux chocs externes et aux tensions internes, ou s'essoufflera-t-il faute de compromis viables? La première révélation tient en un chiffre. Dès la première année, l'économie burkinabé enregistre une croissance d'environ 2,3%, alors que la période précédente était marquée par la stagnation. Ce contraste, modeste mais réel, intervient au moment même où le pays s'expose à des sanctions et à un isolement diplomatique. Autrement dit, la rupture n'a pas immédiatement asphyxié l'activité, contrairement aux scénarios les plus pessimistes. Cette donnée sert de point d'entrée pour comprendre ce qui se joue réellement sous la présidence d'Ibrahim Traoré. Le contexte, lui, est plus ancien. Le Burkina Faso sort d'années de turbulences politiques, de contestations populaires et d'un sentiment largement partagé de dépendance économique vis-à-vis d'acteurs extérieurs, notamment dans le secteur minier. L'or constitue depuis longtemps la principale source de revenus, mais sa valeur ajoutée échappe en grande partie au pays. Le lithium, plus récent, devient stratégique à mesure que la transition énergétique mondiale s'accélère. Lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, ces deux ressources sont déjà au cœur des attentes populaires, mais aussi des rapports de force internationaux. La mini-révélation ne concerne donc pas seulement la croissance, mais la séquence. Décision politique radicale d'abord, ajustement économique ensuite, puis résultat partiel visible. L'expulsion des troupes françaises et la dissolution d'institutions soutenues par l'étranger créent un choc symbolique. En parallèle, la renégociation des contrats miniers modifie la répartition des revenus, sans transformer immédiatement la structure de l'économie. Cette temporalité explique pourquoi certains indicateurs progressent, tandis que d'autres restent fragiles. Ce décalage nourrit une question centrale. Si des gains sont possibles à court terme malgré les pressions, que se passera-t-il lorsque les effets différés des sanctions et des tensions internes se feront pleinement sentir? C'est à ce point précis que le choix stratégique d'Ibrahim Traoré cesse d'être seulement idéologique pour devenir un test de résistance économique et politique. Pour saisir les effets précoces de cette rupture, il faut quitter les déclarations officielles et regarder des situations concrètes. Dans plusieurs régions minières, les changements ne se mesurent pas seulement en statistiques, mais dans des ajustements quotidiens. Des responsables locaux décrivent une reprise plus visible du contrôle administratif sur des sites auparavant gérés quasi exclusivement par des opérateurs étrangers. Ce basculement reste partiel, mais il modifie déjà les rapports de force sur le terrain. Un premier cas illustre cette transition. Dans une zone aurifère stratégique, l'État renforce sa présence
et impose de nouvelles règles de redistribution. Les recettes fiscales augmentent, permettant le financement de projets d'infrastructures modestes mais tangibles, comme la réhabilitation de routes secondaires ou l'équipement de centres de santé. Ces améliorations ne transforment pas instantanément les conditions de vie, mais elles rendent la promesse politique plus crédible aux yeux de certaines communautés. Un second exemple concerne le lithium, encore moins visible pour la population. Là, les effets sont indirects, contrats renégociés, montée en compétences d'acteurs nationaux et attentes élevées autour de la valeur ajoutée future. Ibrahim Traoré s'appuie sur ces signaux pour consolider son image de dirigeant capable de traduire la souveraineté en décisions concrètes, même si les bénéfices restent inégalement répartis à ce stade. Ces effets précoces ont un point commun. Ils produisent de l'adhésion sans éliminer les doutes. Une partie de la population y voit la preuve que la rupture peut fonctionner. D'autres s'inquiètent d'une centralisation accrue du pouvoir et d'une dépendance excessive aux ressources extractives. Et l'essentiel devient évident. Ces premiers gains suffiront-ils à maintenir le soutien populaire lorsque les coûts politiques et économiques apparaîtront plus clairement? Avant la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso évoluait dans un cadre relativement prévisible, malgré l'instabilité sécuritaire. Les partenariats internationaux, notamment avec la France, structuraient l'aide militaire, l'appui institutionnel et une partie des flux économiques. Les ressources minières étaient exploitées selon des contrats anciens, souvent critiqués, mais rarement remis en cause de manière frontale. Cette situation créait un équilibre fragile, toléré plus par résignation que par adhésion populaire. Le basculement intervient rapidement après l'arrivée au pouvoir. La première décision spectaculaire est l'expulsion des troupes françaises. Elle agit comme un signal fort, à la fois interne et externe, indiquant que la nouvelle direction ne cherchera pas l'ajustement progressif, mais la rupture assumée. Dans la foulée, la dissolution d'une commission électorale soutenue par la France renforce cette impression de reprise en main institutionnelle. Chaque geste, pris isolément, reste défendable politiquement. Leur enchaînement, en revanche, produit un choc systémique. Cette phase d'activation se double d'une réorientation diplomatique. Les relations avec les partenaires occidentaux se tendent, tandis que le Burkina Faso explore des coopérations alternatives, notamment avec des acteurs du Sud global. Ce déplacement n'est ni immédiat ni homogène, mais il permet de limiter l'isolement total. Dans le même temps, le discours officiel insiste sur la souveraineté économique et la nécessité de reprendre le contrôle des ressources stratégiques, en particulier l'or et le lithium. Le point culminant survient lorsque ces orientations politiques commencent à produire des effets mesurables. Les contrats miniers sont réexaminés, les recettes fiscales progressent et l'État annonce des investissements accrus dans les infrastructures et les services publics. Pour Ibrahim Traoré, cette phase est cruciale. Elle transforme un acte de défi politique en argument de légitimité. Les gains, même partiels, servent de sorte de preuve que la rupture n'est pas uniquement symbolique. Cependant, les répliques ne tardent pas. Les sanctions économiques et diplomatiques s'intensifient, réduisant l'accès à certains financements et accroissant la pression sur les comptes publics. Sur le plan interne, des tensions émergent autour de la centralisation du pouvoir et du rythme des réformes. Les élites économiques, plus exposées aux circuits internationaux, expriment des inquiétudes croissantes. L'opinion publique, elle, reste partagée entre soutien et prudence. Cette séquence, de l'activation à la montée des tensions, dessine un schéma clair. Chaque avancée renforce à la fois la position du pouvoir et la complexité de sa gestion. Le déploiement rapide des décisions a permis de créer un momentum politique, mais il a aussi réduit les marges de manœuvre futures. La question n'est plus seulement de savoir si la rupture était nécessaire, mais si elle peut être soutenue dans la durée sans ajustement stratégique. Le premier repère chiffré permet de mesurer l'ampleur réelle du changement.
Avant les réformes, la croissance économique du Burkina Faso était faible et irrégulière. Après la prise de pouvoir, le produit intérieur brut progresse d'environ 2,3% sur la première année. Ce passage d'une quasi-stagnation à une croissance modeste ne constitue pas une transformation structurelle, mais il marque un infléchissement clair dans un contexte de pression extérieure accrue. En termes simples, l'économie n'a pas reculé malgré les ruptures politiques, ce qui contredit certaines anticipations. Un deuxième indicateur concerne le secteur minier, pilier de l'économie nationale. La production d'or augmente d'environ 15% sur les 2 premières années du nouveau pouvoir. Cette hausse ne résulte pas uniquement d'un effet de marché, mais aussi d'une reprise plus active du contrôle étatique et d'une révision des contrats existants. L'impact est double. D'un côté, les recettes fiscales progressent, de l'autre, la dépendance à une seule ressource s'accentue. Autrement dit, l'État capte davantage de valeur, mais reste exposé aux fluctuations des prix mondiaux. Le troisième chiffre clé touche au lithium, ressource stratégique dans le contexte de la transition énergétique. Sa production progresse d'environ 20% sur la même période. Ce delta est significatif, car il s'accompagne d'un changement dans la gouvernance du secteur, avec une participation accrue d'acteurs nationaux. La conséquence immédiate est une meilleure captation de la valeur ajoutée par l'État. La limite, toutefois, réside dans la jeunesse de la filière. Les bénéfices à long terme dépendent encore d'investissements, de compétences et d'infrastructures qui ne sont pas totalement en place. Ces données doivent être mises en perspective. Une croissance de quelques points, une hausse de production minière et une meilleure collecte fiscale ne suffisent pas à transformer profondément une économie vulnérable. Elles permettent néanmoins de financer des investissements ciblés, notamment dans les infrastructures, la santé et l'éducation. Selon les chiffres officiels, le taux de pauvreté recule d'environ 5,1% sur la période considérée. Cette amélioration reste inégale selon les régions, mais elle constitue un signal tangible pour une partie de la population. Enfin, un indicateur indirect concerne la sécurité. Les investissements supplémentaires dans les forces armées et les infrastructures associées coïncident avec une réduction estimée à 20 des attaques terroristes dans certaines zones du Nord et de l'Est. Ce lien ne prouve pas une causalité exclusive, mais il suggère que les marges budgétaires dégagées par les réformes ont des effets au-delà du champ économique. Pris ensemble, ces chiffres racontent une histoire cohérente. Le passage d'un état de dépendance, contrainte à une tentative de reprise de contrôle, produit des gains mesurables, mais encore fragiles. La trajectoire esquissée par Ibrahim Traoré repose désormais sur une équation délicate. Transformer ces deltas initiaux en base durable, sans que les chocs externes n'en annulent les effets. Les critiques les plus solides de la stratégie actuelle s'articulent autour de 2 arguments principaux. Le premier concerne l'isolement diplomatique. En rompant brutalement avec des partenaires historiques et en acceptant des sanctions, le Burkina Faso réduirait son accès aux financements internationaux, aux technologies et aux marchés. À long terme, cette fermeture pourrait freiner la modernisation des infrastructures et limiter la diversification économique, rendant le pays encore plus dépendant de l'extraction minière. Dans cette lecture, la souveraineté affichée serait acquise au prix d'une vulnérabilité accrue. Le second argument vise la gouvernance interne. La centralisation rapide du pouvoir, justifiée par l'urgence sécuritaire et la nécessité de réformes, ferait peser un risque de dérive autoritaire. Les contre-pouvoirs affaiblis et la réduction de l'espace de débat politique pourraient accentuer les tensions sociales. Selon cette critique, même des résultats économiques si positifs à court terme ne compenseraient pas un affaiblissement durable des institutions, essentiel à la stabilité de long terme. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux, car ils reposent sur des précédents observés dans d'autres contextes africains. Cependant, les données issues de la période récente apportent des éléments de nuance.
Malgré les sanctions, l'économie n'a pas plongé et certains indicateurs se sont améliorés, suggérant que l'isolement n'est ni total ni immédiat. La diversification des partenaires, notamment hors du cercle occidental, atténue partiellement la perte d'accès aux circuits traditionnels. Sur le plan interne, la popularité initiale d'Ibrahim Traoré s'appuie sur des gains tangibles et sur une perception de rééquilibrage en faveur de l'intérêt national. Cette légitimité sociale, bien que fragile, explique pourquoi la centralisation n'a pas encore provoqué de rejet massif. Elle ne garantit rien pour l'avenir, mais elle montre que la trajectoire n'est pas mécaniquement condamnée. La réponse aux critiques tient donc moins dans un déni que dans une condition. La stratégie ne peut réussir que si la concentration du pouvoir reste transitoire et si les gains économiques sont progressivement institutionnalisés. Sans cela, les risques soulignés par les opposants deviendront dominants. La question centrale demeure ouverte. Cette phase de rupture peut-elle évoluer vers un équilibre plus inclusif avant que ses coûts politiques ne dépassent ses bénéfices? À mi-parcours, une réalité s'impose progressivement. Les résultats mesurables obtenus jusqu'ici ne suffisent pas à garantir la stabilité du modèle. Les chiffres peuvent progresser, les recettes augmenter et les infrastructures s'améliorer, mais tout repose sur la capacité du pouvoir à gérer les tensions qu'il a lui-même révélées. La rupture a libéré des attentes fortes, parfois contradictoires, que l'économie seule ne peut absorber. Ibrahim Traoré se trouve alors face à un déplacement du centre de gravité. Au départ, la question était de savoir si le Burkina Faso pouvait survivre à la rupture avec ses partenaires traditionnels. Désormais, l'enjeu devient plus délicat. Comment maintenir la cohésion interne lorsque les bénéfices tardent à se diffuser uniformément? Les régions qui profitent directement des investissements soutiennent la trajectoire. Celles qui restent en marge expriment impatience et frustration. Ce moment charnière révèle une limite structurelle. La souveraineté économique, même partiellement restaurée, ne produit pas automatiquement une souveraineté sociale et politique. Elle crée un espace de manœuvre, mais aussi un risque de polarisation accrue. La centralisation du pouvoir, efficace dans la phase initiale, devient progressivement un facteur de vulnérabilité. La révélation s'impose. Le succès futur dépendra moins de nouvelles décisions spectaculaires que de la capacité à transformer l'élan initial en mécanisme durable de gouvernance partagée. Sans ce basculement, les gains actuels pourraient se figer, voire s'inverser. Les effets ici de la trajectoire engagée se lisent désormais à plusieurs niveaux, avec des conséquences différenciées selon les acteurs concernés. Pour l'État, la reprise partielle du contrôle sur les ressources stratégiques constitue le gain le plus visible. Les recettes fiscales issues de l'or et du lithium augmentent, offrant des marges budgétaires inédites depuis des années. Cela permet de financer des infrastructures et de renforcer certains services publics, mais expose aussi les finances nationales à une dépendance accrue aux matières premières. Le pouvoir central gagne en capacité d'action, tout en portant une responsabilité plus lourde en cas de retournement. Du côté des entreprises, le paysage se recompose. Les acteurs étrangers traditionnels font face à des règles plus strictes et à une incertitude contractuelle accrue, ce qui freine certains investissements. En parallèle, des entreprises nationales et de nouveaux partenaires non occidentaux trouvent des opportunités dans cette phase de réorganisation. Ce basculement crée un environnement plus fragmenté, où la visibilité à long terme reste limitée. Pour Ibrahim Traoré, cette recomposition est assumée comme le prix à payer pour réduire une dépendance jugée excessive, même si elle ralentit temporairement l'afflux de capitaux. Pour les citoyens, les effets sont plus contrastés. Dans certaines zones, les investissements dans les routes, les écoles et les centres de santé améliorent concrètement le quotidien. Ces avancées renforcent le soutien populaire, en particulier parmi les communautés qui se sentaient historiquement marginalisées. Ailleurs, les bénéfices restent abstraits, tandis que les coûts indirects, comme la hausse des prix ou la réduction d'opportunités liées aux échanges internationaux, sont plus perceptibles. Cette asymétrie alimente un sentiment d'attente,
parfois d'impatience, vis-à-vis des promesses initiales. À l'échelle régionale, enfin, le Burkina Faso devient un point de référence controversé. Certains pays du Sahel observent avec intérêt la tentative de redéfinition des rapports économiques et politiques, y voyant d'un précédent possible. D'autres acteurs régionaux s'inquiètent d'un effet de contagion qui pourrait accentuer les tensions avec les partenaires internationaux et fragiliser des équilibres déjà précaires. La position du pays évolue ainsi entre inspiration et source de préoccupation diplomatique. Pris ensemble, ces 4 niveaux dessinent une image nuancée. Les gains existent, mais ils sont inégalement répartis et encore fragiles. Les coûts, eux, ne se manifestent pas toujours immédiatement, mais s'accumulent souvent sous forme de risques financiers, sociaux et diplomatiques. La trajectoire engagée par Ibrahim Traoré produit donc un effet clair. Elle redonne de la capacité de décision à court terme, tout en resserrant l'espace d'erreur pour l'avenir. La question devient alors inévitable. Ces conséquences peuvent-elles être stabilisées et équilibrées avant que les tensions qu'elles génèrent ne prennent le dessus? À horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent, chacune reposant sur des arbitrages différents entre souveraineté, ouverture et gestion des tensions internes. Dans un scénario de base, le Burkina Faso maintient le cap actuel sans changement majeur. Les recettes issues de l'or et du lithium continuent d'alimenter le budget, permettant de financer des projets ciblés, mais la croissance reste modérée. Les sanctions persistent, sans s'aggraver, et la diversification des partenaires limite l'isolement sans l'effacer. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré conserve un soutien populaire suffisant, mais fragile, dépendant de la continuité des gains visibles. Le risque principal est l'usure politique. L'absence de progrès structurel rapide nourrit l'impatience, sans provoquer de rupture immédiate. Dans un scénario optimiste, une inflexion stratégique intervient. Sans renoncer à la souveraineté, le pouvoir introduit des mécanismes de gouvernance plus inclusifs et clarifie les règles pour les investisseurs. Cette stabilisation institutionnelle rassure certains partenaires et attire des coopérations ciblées, notamment hors du cadre occidental traditionnel. Les recettes minières servent de levier pour diversifier l'économie, réduisant progressivement la dépendance aux matières premières. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré transforme un momentum politique en trajectoire durable et le Burkina Faso devient un cas d'école régionale d'autonomie maîtrisée. Dans un scénario à risque, les tensions internes et externes s'intensifient simultanément. Les sanctions se durcissent, l'accès au financement se réduit davantage et les bénéfices économiques se concentrent dans un nombre limité de secteurs ou de régions. La centralisation du pouvoir, initialement tolérée, suscite une opposition plus structurée. La légitimité politique s'érode plus vite que les capacités de réponse économique. Dans ce cas, la rupture initiale se transforme en contrainte et les acquis récents deviennent difficiles à défendre. Au-delà de ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose. La clé n'est pas de choisir entre ouverture et souveraineté, mais d'orchestrer leurs séquences. Consolider d'abord les gains internes, puis élargir progressivement les marges de coopération, permettrait de réduire l'exposition au choc. À l'inverse, prolonger indéfiniment la phase de confrontation accroît les coûts cumulatifs. Ces trajectoires ne sont pas figées. Elles dépendront des décisions prises dans les prochains mois, mais aussi de la capacité du pouvoir à écouter et intégrer des signaux contradictoires. La fenêtre d'ajustement reste ouverte, mais elle se rétrécit. La question devient alors centrale. Quel scénario le Burkina Faso est-il réellement en train de rendre le plus probable? À ce stade, l'histoire dépasse le seul cadre institutionnel pour toucher des préoccupations plus larges, y compris celles du spectateur extérieur. Pour les citoyens burkinabés, la trajectoire actuelle se traduit par une question simple. Les sacrifices consentis aujourd'hui déboucheront-ils sur une amélioration durable du quotidien? Les progrès visibles dans certaines régions nourrissent l'espoir,
Mais l'inégalité de diffusion des bénéfices entretient aussi un sentiment d'attente tendue. Cette ambivalence structure le rapport entre le pouvoir et la population. Pour les acteurs économiques africains, la situation du Burkina Faso agit comme un signal. Elle montre qu'une remise en cause des cadres établis est possible, mais qu'elle comporte des coûts immédiats. Le message implicite est clair. Reprendre le contrôle des ressources peut renforcer la capacité de décision nationale, à condition de disposer d'une stratégie de transition crédible. Sans cela, le risque d'instabilité augmente, ce qui freine les initiatives privées et l'investissement productif. Du point de vue des observateurs internationaux, le cas burkinabé interroge des équilibres plus vastes. Il pose la question de la place réelle laissée aux États, qui souhaitent redéfinir leur partenariat sans rompre totalement avec le système existant. Ibrahim Traoré devient alors moins un acteur isolé qu'un révélateur des limites et des tensions de l'ordre économique actuel, notamment dans les régions riches en ressources. Pour le spectateur, l'enjeu est aussi intellectuel. Cette trajectoire oblige à dépasser les lectures binaires entre héroïsation et condamnation. Elle invite à réfléchir aux conditions concrètes dans lesquelles une souveraineté économique peut être poursuivie sans se transformer en isolement. En ce sens, l'expérience du Burkina Faso sert de miroir. Elle renvoie à une question universelle sur le coût réel de l'autonomie et sur la manière de la rendre soutenable. Pour que la trajectoire engagée se transforme en dynamique durable, une feuille de route claire devient indispensable. La première étape concerne la gouvernance. Il s'agit de renforcer les institutions chargées de gérer les ressources naturelles, en instaurant des mécanismes de contrôle et de transparence plus visibles. Sans ces garde-fous, l'augmentation des recettes minières risque d'alimenter des soupçons de captation plutôt que de consolider la légitimité du pouvoir. Ibrahim Traoré joue ici une carte décisive: institutionnaliser les gains afin qu'ils survivent au cycle politique. La deuxième étape porte sur la redistribution mesurable. Les investissements publics doivent être priorisés selon des critères explicites afin de réduire les écarts régionaux. Routes, écoles et structures de santé ne constituent pas seulement des projets sociaux. Ils sont aussi des signaux politiques montrant que la souveraineté économique produit des bénéfices partagés. Cette redistribution, si elle est perçue comme équitable, peut amortir les tensions liées aux sacrifices initiaux. Troisièmement, la diversification économique devient une condition de sécurité. Réduire la dépendance exclusive à l'or et au lithium implique d'investir progressivement dans l'agriculture, l'énergie et les services locaux. Cette transition ne sera ni rapide ni spectaculaire, mais elle conditionne la résilience face aux chocs externes et aux fluctuations des prix mondiaux. Enfin, la quatrième étape concerne l'ouverture maîtrisée. Sans renier la rupture initiale, le Burkina Faso doit clarifier ses règles et ses priorités afin de stabiliser certaines coopérations. L'objectif n'est pas de revenir au statu quo, mais de transformer la confrontation en négociation structurée. Cette feuille de route souligne une réalité simple. La rupture n'est qu'un point de départ. Le succès dépendra de la capacité d'Ibrahim Traoré à convertir un moment politique en institution, en politique publique et en compromis durable. Sans cette conversion, les avancées actuelles resteront fragiles. Le fil conducteur revient à ces scènes locales évoquées plus tôt, là où les décisions nationales prennent une forme concrète. Une route réparée, un centre de santé rouvert, un site minier davantage encadré. Ces éléments modestes résument mieux que les discours l'ambition affichée. Ils incarnent la promesse faite au départ, reprendre le contrôle pour produire des effets visibles, même limités, dans la vie quotidienne. C'est dans cet écart entre attentes élevée et réalisation partielle que se joue aujourd'hui l'essentiel. Ibrahim Traoré apparaît alors comme une figure de transition, plutôt que comme un aboutissement. Il porte une rupture qui a redonné de la capacité de décision, mais aussi déplacé les lignes de tension vers l'intérieur. Le motif récurrent est clair.
Discussion est claire. Chaque gain obtenu renforce l'exigence de cohérence et de justice dans la suite du processus. Les succès initiaux créent une dette politique qu'il faudra honorer. Une phrase s'impose, simple. La souveraineté n'est crédible que si elle devient partageable. Sans mécanisme durable, elle risque de se figer en symbole. Avec eux, elle peut devenir un socle. Ce rappel boucle le récit. Ce qui a commencé par un geste de rupture trouve son sens réel dans la capacité à transformer l'élan en continuité. C'est là que l'histoire te reste ouverte et que le choix à venir pèsera plus que les décisions déjà prises. L'expérience en cours au Burkina Faso invite moins à trancher qu'à discuter. Elle met en lumière des dilemmes que de nombreux pays riches en ressources connaissent, mais rarement de manière aussi visible. Comment reprendre la main sans se couper du monde? Comment accepter des coûts immédiats sans hypothéquer l'avenir? Et comment transformer un élan politique en règle durable? Ces questions dépassent un contexte national précis et touchent à des choix collectifs plus larges. Pour le public, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter un modèle, mais d'en examiner les mécanismes. Quelles conditions rendent une souveraineté économique viable? Quels compromis sont nécessaires pour éviter qu'une rupture initiale ne se transforme en impasse? Et comment mesurer le succès autrement que par des symboles ou des chiffres isolés? Ce récit se veut une base de réflexion, pas une conclusion définitive. Il ouvre un espace pour confronter des points de vue, comparer des trajectoires et interroger les coûts cachés comme les bénéfices réels. La discussion reste ouverte et c'est précisément là son intérêt. Que retenez-vous le plus de cette trajectoire et quelles questions vous semblent encore sans réponse?